Bonjour et bienvenue dans cette 21e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans la dernière vidéo, on a vu comment développer des modèles d'apprentissage supervisés avec scikit-learn. À présent, je vais vous dévoiler les techniques pour entraîner un modèle, l'optimiser et l'évaluer avec la bonne méthodologie. On va voir comment créer un train set et un test set avec la fonction train test split. Ensuite, on verra comment valider un modèle avec la technique de cross-validation. Puis nous verrons comment améliorer un modèle en utilisant grid search ainsi que les learning curves. Vous êtes prêts? C'est parti! En machine learning, il ne faut jamais évaluer la performance de votre modèle sur les mêmes données qui ont servi à son entraînement. Pourquoi? Eh bien, imaginez, vous entraînez une machine sur des photos de chats, puis vous l'évaluez sur ces mêmes photos. Ah, c'est trop facile. La machine va savoir que ce sont des chats puisqu'elle a déjà vu ces photos. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de tester la machine sur des données qu'elle n'a jamais vues. Ainsi, on aura une idée de sa performance future dans la vraie vie. Donc, quand on fait du machine learning, on divise toujours notre dataset en deux parties. Un train set, dont les données sont utilisées pour entraîner le modèle, et un test set réservé uniquement à l'évaluation du modèle. En général, on met 80% des données dans le train set et 20% dans le test set. On a alors des tableaux xtrain, ytrain, qui seront utilisés dans la méthode fit pour entraîner le modèle, et des tableaux xtest, ytest, qu'on utilisera dans la méthode score pour évaluer notre modèle. Pour faire tout ça dans Python, on utilise la fonction train test split, qui nous vient du module model selection. D'ailleurs, c'est dans ce module qu'on va retrouver toutes les fonctions importantes qu'on verra dans cette vidéo. Donc, j'ai ici importé le dataset des fleurs d'iris. On peut voir qu'il contient 150 échantillons. Pour diviser ce dataset, on importe la fonction train test split. Ensuite, on crée des tableaux xtrain, xtest, ytrain et ytest, et on fait passer les données x, y dans la fonction train test split. Après ça, on peut choisir le pourcentage de données à mettre dans le train set et dans le test set. Par exemple, si j'écris que test size est égal à 0,5, alors on aura 50% des données dans le test set et 50% dans le train set. Ça nous donne le résultat suivant, avec 75 points dans le train set et 75 points dans le test set. Comme on l'a vu, on met en général 20% de données dans le test set, donc je vais écrire test size égale 0,2. Au final, voici à quoi ressemble notre train set et notre test set après cette division. Si vous n'obtenez pas les mêmes nuages de points, c'est normal. Quand on utilise la fonction train test split, le dataset est mélangé de façon aléatoire avant d'être divisé en deux parties. Si vous le désirez, vous pouvez contrôler l'aléatoire en fixant l'argument random state sur un nombre. Par exemple, moi, je vais choisir 5 pour ce tutoriel. Ainsi, vous devriez obtenir les nuages de points suivants. À présent, il est temps d'entraîner un modèle de machine learning. Je crée donc un modèle de K-Neighbors Classifier en fixant le nombre de voisins à 1 pour le moment. Et pour entraîner correctement notre modèle, on va faire passer xtrain et ytrain dans la méthode fit. Et on peut voir que si on évalue notre modèle sur ces mêmes données, alors on obtient un score de 100%. Mais est-ce que ça veut dire que notre modèle réussira 100% de ses prédictions dans le futur? Bien sûr que non. C'est ce qu'on a vu au début de la vidéo avec l'exemple des chats. Pour avoir une idée de la performance future de notre modèle, il faut le tester sur les données du test set, c'est-à-dire des données qu'il n'a jamais vues. Donc on remplace tout ça par test set, et là on obtient un score de 90%. Voilà, vous savez à présent comment entraîner et évaluer proprement un modèle de machine learning. Maintenant, en tant que data scientist, votre job consiste à améliorer ce modèle et obtenir un score de 91, 92, voire 99%. Pour ça, il va falloir régler les hyperparamètres de votre modèle, un peu comme quand on tourne les boutons d'une radio pour trouver le meilleur signal. Par exemple, si on change le nombre de voisins en le fixant à 3,
alors on voit qu'on obtient un score de 93% sur les données du test. Donc, il y a une amélioration, c'est pas mal. Maintenant, disons qu'on teste un nombre de voisins égal à 6, alors on obtient 96%. Mais attention, si on règle notre modèle en optimisant sa performance sur le test set, comme ce qu'on est en train de faire, alors on ne pourra plus utiliser les données du test set pour faire l'évaluation finale de notre modèle. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Pour évaluer un modèle, il faut le soumettre à des données qu'il n'a jamais vues. Or, si on règle notre modèle sur les données du test set, alors il aura indirectement vu ces données, puisqu'il est réglé dessus. Pour cette raison, on découpe une troisième section dans notre dataset. On l'appelle le Validation Set. Cette section nous permet de chercher les réglages du modèle qui donnent les meilleures performances, tout en gardant de côté les données du test set pour évaluer la machine sur des données qu'elle n'aura jamais vues. Donc, quand on veut comparer deux modèles de machine learning, par exemple un K-Neighbor Classifier avec 3 voisins et un autre avec 6 voisins, on va commencer par entraîner ces deux modèles sur le train set, puis on sélectionnera celui qui aura la meilleure performance sur le validation set. Ensuite, on pourra évaluer ce modèle sur le test set afin d'avoir une idée de sa performance dans la vraie vie. Voilà, si vous avez compris ça, c'est parfait. Vous avez presque tout compris. Parce qu'il reste une dernière chose à voir. En effet, qu'est-ce qui nous garantit que la façon dont on découpe le dataset est la bonne ? Si ça se trouve, en entraînant puis en validant nos deux modèles sur une autre portion de données, alors on découvrira que c'est le modèle B qui est le meilleur. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, face à cette situation, il existe une solution, c'est la cross-validation. La cross-validation consiste à entraîner puis valider notre modèle sur plusieurs découpes possibles du train set. Par exemple, en découpant le train set en 5 parties, on peut entraîner notre modèle sur les 4 premières parties, puis le valider sur la 5e partie. Ensuite, on va refaire tout ça pour toutes les configurations possibles. Au final, on fera la moyenne des 5 scores que l'on obtient, et ainsi, lorsqu'on voudra comparer deux modèles, alors on sera sûr de prendre celui qui a en moyenne eu les meilleures performances. Sachez au passage qu'il existe plusieurs façons de découper le train set avec la technique de cross-validation. Elles sont toutes détaillées sur le site de Scikit-learn, et celle qu'on vient de voir s'appelle le K-fold. Pour faire tout ça dans Python, on importe la fonction cross-val_score. Dans cette fonction, il suffit de faire passer notre modèle, nos données xtrain et ytrain, ainsi que le nombre de splits que l'on veut dans notre cross-validation. Par exemple, CV égale 5. Optionnellement, on peut aussi indiquer quelle métrique on désire utiliser pour évaluer notre modèle. Par défaut, il s'agira du métrique associé à notre estimateur. Donc ici, c'est le métrique accuracy. Mais on peut en choisir un autre dans le module metrics. Donc, en exécutant tout ça, on obtient 5 scores pour nos 5 splits de cross-validation. On peut donc en faire la moyenne, et désormais, on peut évaluer différents modèles pour retenir celui qui a la meilleure performance. Par exemple, quand n neighbors est égal à 1, on obtient 97%. Quand n neighbors est égal à 2, 96. Quand il est égal à 3, 97, à nouveau. Quand il est égal à 4, 96. Alors, pour aller plus vite, on pourrait tester tout ça dans une boucle for, en enregistrant chaque score que l'on obtient dans une liste validation score. Ensuite, en affichant ces résultats avec Matplotlib, on obtient le graphique suivant, et donc on peut voir que on obtiendra les meilleures performances quand on aura des nombres de voisins qui sont aux alentours de 10, voilà, dans ces eaux-là. Mais vous savez quoi ? Toute cette boucle for, vous n'avez même pas besoin de l'écrire, parce qu'il existe une fonction de Scikit-learn qui permet de créer ce genre de graphique, c'est la fonction validation curve. Dans la fonction validation curve, on fait passer notre modèle, que j'ai défini ici sur une autre ligne, ainsi que nos données du train set. Ensuite,
on indique dans une chaîne de caractères le nom de l'hyperparamètre que l'on désire régler. Puis, sous forme d'itérateur, on va désigner les différentes valeurs que l'on veut tester pour cet hyperparamètre. Donc moi, j'ai ici créé un tableau NumPy allant de 1 à 50. Pour finir, on n'oublie pas de préciser le nombre de découpes que l'on veut avoir dans notre cross-validation. Cette fonction va donc calculer tous les scores pour le train set et tous les scores pour le validation set. Donc si on vérifie les dimensions de validation score, par exemple, on obtient 49 lignes pour les 49 valeurs qu'on a testées ici et 5 colonnes pour les 5 colonnes de notre cross-validation. Donc pour avoir le score moyen pour chaque cross-validation, il nous reste à prendre la moyenne de chaque ligne, c'est-à-dire la moyenne suivant l'axe 1 de notre tableau NumPy. On obtient alors un tableau qui va simplement contenir 49 éléments, et ce tableau, on va pouvoir l'afficher avec Matplotlib en écrivant K en abscisse, c'est-à-dire nos valeurs d'hyperparamètres, et ceci en ordonnée, et on voit qu'on obtient exactement le même graphique que celui de tout à l'heure. Mais en plus d'avoir le validation score, on peut aussi voir le score sur le train set. Pour ça, on pourra compléter notre code en écrivant quelques lignes supplémentaires dans Matplotlib. Et donc, on obtient le résultat suivant. Et ça, c'est très utile pour détecter les cas d'overfitting. C'est-à-dire quand la machine a perdu tout sens de généralisation parce qu'elle a cherché à trop se perfectionner sur les données du train set. On peut donc repérer ce problème lorsqu'on a un très bon score à l'entraînement, mais un moins bon score sur la validation. En l'occurrence, sur les algorithmes de Nearest Neighbor, on est très souvent en cas d'overfitting lorsqu'on a un nombre de voisins égal à 1. Donc, pour résumer, avec ce graphique, on sait désormais qu'on peut atteindre 98% de performance en choisissant la bonne valeur pour l'hyperparamètre nNeighbors. Mais vous savez, dans l'algorithme Nearest Neighbor, il existe d'autres hyperparamètres que le nombre de voisins. On a par exemple le type de distance, entre une distance de Manhattan ou une distance euclidienne. On peut aussi choisir d'accorder ou non des coefficients sur nos distances. Du coup, en réglant ces autres hyperparamètres, on peut peut-être avoir encore une meilleure performance. Alors pour tester toutes ces combinaisons, le mieux c'est d'utiliser Grid Search CV. Grid Search CV nous permet de trouver le modèle avec les meilleurs hyperparamètres en comparant les différentes performances de chaque combinaison grâce à la technique de cross-validation, encore une fois. Donc, on importe Grid Search CV depuis le module Model Selection, comme depuis le début de cette vidéo. Ensuite, on crée un dictionnaire qui contient les différents hyperparamètres à régler, ainsi que chaque valeur à tester pour ces hyperparamètres. Ensuite, on fait passer notre type de modèle dans la fonction GridSearchCV, ainsi que le dictionnaire que l'on vient de créer, et un nombre pour notre cross-validation, par exemple 5, encore une fois. Au final, on a une grille qui contient plusieurs estimateurs. On va donc entraîner cette grille avec la méthode fit, comme s'il s'agissait d'un estimateur, en passant bien évidemment les données du train set. Une fois l'entraînement terminé, on peut voir le modèle qui a obtenu le meilleur score, donc on obtient 98%, ce qui est pas mal. On peut également voir les meilleurs paramètres de ce modèle, donc on voit donc que le meilleur modèle utilise des distances euclidiennes avec un nombre de voisins égal à 9. Et pour finir, on peut sauvegarder ce modèle en écrivant grid.bestestimator pour finalement tester ce modèle sur les données X-test, Y-test, afin d'avoir un aperçu de sa performance dans la vraie vie. Donc on aurait 96% de réussite avec un tel modèle. À ce stade, on peut utiliser une autre mesure pour évaluer la performance de notre modèle. On peut par exemple importer la fonction Confusion Matrix qui nous vient du module Matrix. Donc dans cette fonction Confusion Matrix, on va faire passer nos vraies données Y-test, c'est-à-dire celles qu'on est censé obtenir, c'est-à-dire modèle predict de X-test.
On obtient donc une matrice carrée, ici elle est de dimension 3 par 3, puisqu'on a 3 classes de fleurs dans notre dataset. On peut voir que les 8 fleurs de la classe 1 que l'on retrouve dans les données de test ont bien été classées dans cette classe. En revanche, par exemple, pour les 11 fleurs de la classe numéro 2, seulement 10 d'entre elles ont bien été classées dans la classe 2, et une parmi ces 11 fleurs a été rangée dans la classe numéro 3. Enfin, on voit que dans la classe 3, on avait également 11 fleurs, et elles ont toutes été bien rangées dans la classe numéro 3. Donc voilà comment utiliser la fonction Confusion Matrix. C'est un métrique extrêmement utile pour mieux comprendre où sont les erreurs dans votre modèle. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode complète pour entraîner, optimiser et évaluer un modèle de machine learning. Bien joué! À présent, on pourrait se demander si notre modèle pourrait encore avoir de meilleures performances si on lui fournissait plus de données. Pour répondre à cette question très importante, il faut tracer ce qu'on appelle les courbes d'apprentissage. Les courbes d'apprentissage montrent l'évolution des performances du modèle en fonction de la quantité de données qu'on lui fournit. Typiquement, plus la machine dispose de données pour s'entraîner, meilleure sera sa performance. Mais vous savez, la performance finit toujours par atteindre un plafond. C'est normal. Et quand c'est le cas, c'est inutile d'avoir plus de données. Donc il vaut mieux économiser son argent, arrêter de récolter des données et comprendre que notre modèle ne pourra pas avoir de meilleures performances. Pour faire ça dans Python, on va utiliser la fonction Learning Curve. Comme d'habitude, on fait passer notre modèle, nos données xtrain, ytrain, un nombre de décompositions pour la cross-validation, et pour finir, on va entrer les quantités de données à utiliser pour l'entraînement. Mais c'est un petit peu subtil, parce qu'on va en fait passer des pourcentages. Le plus souvent, on va utiliser la fonction linspace de NumPy en indiquant un pourcentage de début, par exemple 0,2, un pourcentage de fin, par exemple 100%, ainsi qu'un nombre de lots qu'on veut avoir, par exemple 5. Donc, juste à titre de démonstration, si j'exécute ce code-là, je vais obtenir les pourcentages 0,2, 0,4, 0,6, etc. Ça veut dire que si mon dataset contient 100 exemples, alors j'aurai 20 points dans le premier lot, puis 40 points dans le second, 60 dans le troisième, etc. Ces différentes quantités, on va les retrouver dans la variable n, qui nous est retournée par la fonction Learning Curve. En l'occurrence, on voit que si on découpe xtrain et ytrain avec ces différents pourcentages, on va obtenir dans notre premier lot 19 points, puis 38, 57, etc. etc. Et voilà donc le graphique que l'on obtient en faisant des learning curves de 10% jusqu'à 100% et en traçant 10 lots. On peut voir que la performance n'évolue presque plus à partir du moment où on a plus de 60 points dans notre dataset. Donc ça nous montre que le modèle va continuer à stagner, il est très peu probable qu'on obtienne des meilleures performances en ayant 100, 200, 1000 ou 10 000 points. Donc ça c'est une information très importante parce que récolter des données dans le monde réel, ça coûte cher et vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne va pas améliorer votre modèle. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir concernant l'entraînement, l'optimisation, la validation et l'évaluation finale d'un modèle. Pour résumer, commencez toujours par diviser votre dataset avec la fonction train, test, split. Ensuite, vous pouvez utiliser l'optimisateur Grid Search pour trouver les meilleurs hyperparamètres pour votre modèle. Cette technique utilise la cross-validation, donc pensez à bien définir un nombre de splits et optionnellement à définir la stratégie de découpage qui vous intéresse. Pour évaluer votre modèle, vous pouvez charger n'importe quelle métrique depuis le module Metrics. Et pour finir, pensez à utiliser les courbes de validation et les courbes d'apprentissage pour vérifier si vous n'êtes pas en overfitting et pour vérifier si vous pouvez encore améliorer votre modèle avec plus de données. Alors, dans la dernière vidéo, on a travaillé sur le dataset du Titanic, on avait développé un algorithme de K-Neighbors Classifier, et je vous avais demandé d'écrire un code pour trouver le meilleur nombre de voisins possible pour notre algorithme, celui qui nous donne les meilleures performances. Pour ça, il suffisait d'écrire une boucle for pour explorer un nombre de voisins allant de 1 jusqu'à 30,
de l'évaluer et d'enregistrer le résultat dans une liste initialement vide. Et pour finir, lorsque le meilleur score, qui de base est initialisé à 0, est inférieur à notre nouveau score, alors on remplace les valeurs de best case par K et la valeur best score par notre nouveau score. Ainsi, on obtient la courbe de performance suivante, où on peut voir que le meilleur nombre de voisins pour notre algorithme est de 2. Alors, bien sûr, avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous savez désormais que cette approche est mauvaise, et qu'à la place, il faudrait commencer par créer un train set puis un test set pour entraîner et évaluer notre modèle. Ensuite, avec Grid Search, on pourrait trouver les meilleurs hyperparamètres n neighbors, metrics et weight. Et pour finir, on pourrait savoir si le fait de collecter plus de données serait utile grâce au learning curve. Donc je vous propose de faire ces différentes choses sur le dataset du Titanic et je vous invite à partager dans les commentaires les résultats que vous obtenez, que ce soit les meilleurs hyperparamètres ou le meilleur score. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser sur le Discord de notre communauté. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter mon site internet ainsi que le site de Scikit-learn qui est juste excellent. Sinon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Comme vous le savez, on répond à tous les commentaires sur cette chaîne YouTube. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de vous abonner, de la partager avec un ami. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.